Après sa séparation avec l'Afrique, Madagascar a évolué dans l'isolement le plus complet pendant des millions d'années, donnant naissance à des espèces uniques au monde. Quand les premiers colons sont arrivés, il y a 2000 ans, ils ont exterminé en peu de temps tous les gros animaux tels que les lémuriens géants de plus de 200 kilos. Malgré tout, l'île reste l'un des plus grands sanctuaires naturels du monde, avec des milliers d'espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Mais la grande île est en danger. Elle perd sa couverture forestière à un rythme effréné. Les 3/4 des forêts d'origine ont disparu. Face à une tragédie écologique annoncée, les programmes de conservation se multiplient dans le pays. Dans le parc national de Marojejy, une équipe étudie l'une des plus rares espèces de lémuriens, les Propithèques soyeux. Dans le nord-est, Désiré Rabari, un écologiste passionné, crée sa propre réserve pour conserver les forêts de son village. Dans la baie d'Antongil, Augustin Sarovi et son équipe préservent la forêt de Faran-Karen et luttent contre la déforestation en créant des micro-barrages. Les tortues radiées du sud de Madagascar ont leur village, un refuge unique pour conserver et étudier cette espèce menacée. Au pays des pêcheurs Vezou, dans le sud-ouest, l'association Rive Doctor protège les récifs de la baie de Ranobé. Dans la forêt de Vuiman, une ONG valorise les ressources naturelles par la production d'huiles essentielles et la recherche de principes actifs. En 1948, l'éminent botaniste Henri Humbert explore le massif de Marojejy. Dans son livre intitulé « Une merveille de la nature », il le décrit comme le plus prestigieux de l'île en raison de sa haute biodiversité et de son état quasi intact. Ce constat reste d'actualité. Sa richesse attire les scientifiques, notamment une équipe qui étudie l'une des plus rares espèces de lémuriens. L'objectif de notre mission aujourd'hui est d'aller au cœur de la forêt pour retrouver le groupe de Propithèques soyeux que nous étudions. Il s'agit d'une famille où les 2 femelles auraient eu des bébés. Rachel est particulièrement pressée de voir ces nouveau-nés que les pisteurs viennent de découvrir. Jamais encore elle n'a pu les observer. Accompagnée d'un guide du parc, Rachel part à la rencontre des pisteurs dans une forêt particulièrement accidentée. Elle assure le suivi de l'espèce en l'absence d'Eric Patel, un primatologue américain qui les étudie depuis plusieurs années. 11 espèces de lémuriens ont été enregistrées jusqu'à présent à Marojejy. La plupart sont fragilisés par la perte de leur habitat forestier, mais le plus gravement menacé reste le Propithèque soyeux qui ne vit que dans ces massifs du nord-est de Madagascar. Nos connaissances sur cette espèce sont incomplètes. Nous estimons qu'il y aurait entre 100 et 1000 individus. Actuellement, nous étudions un groupe, nous le suivons et l'observons plus particulièrement sur le plan de ses vocalisations et aussi sur son mode de marquage olfactif. Quelques guides du parc sont attachés au programme de recherche sur ces lémuriens. Ils se relaient pour les traquer. Pour être sûrs de les retrouver, les 2 pisteurs se sont postés dès 5 heures du matin au pied des arbres où la petite famille de Propithèques s'était endormie la veille.
Plutôt que de cibler une aire spécifique et d'essayer de les compter, nous préférons opérer sur une zone plus vaste de la forêt en avançant par étapes sur un mois. Pendant cette période, nous tentons de trouver de nouveaux groupes que personne n'aurait vus auparavant. Les Propithèques soyeux vivent en groupe de 2 à 9 individus. Rachel répertorie chacun selon ses caractéristiques physiques. White cap, Casquette blanche, black face, face noire, pink lips. Dizem. lèvres roses. Larger than BP baby. Pink hand, a black hand. Black hands. Hungen. Tadian. Ils sont vraiment très différents des autres lémuriens que nous pouvons voir ailleurs à Madagascar. Certains ont un faciès rosâtre, d'autres complètement noirs, d'autres encore ont des taches de pigmentation, rose et noir. C'est ce qui nous permet de les différencier. Certains ont aussi une casquette plus foncée sur le crâne. Et ils ont tous une fourrure entièrement blanche, ce qui leur donne un peu une apparence de fantôme. Ils se déplacent très vite en bondissant dans les arbres. Comparé aux pattes avant, leurs pattes arrière sont très longues. C'est ça qui facilite leur mobilité dans la canopée. Chaque jour, ils parcourent environ 700 mètres tout en restant sur leur territoire. Contrairement à beaucoup d'espèces de lémuriens de Madagascar, les Propithèques soyeux ne peuvent pas vivre en captivité. 44 hectares is the total area of forest each group requires. Chaque groupe a besoin d'un territoire de 44 hectares pour trouver sa nourriture. Leur régime alimentaire est très diversifié. Nous avons découvert, par exemple, qu'ils se nourrissaient de 83 espèces différentes de végétaux. De ce fait, il est impossible de s'en occuper correctement en captivité. Environ 7 périodes comprises entre 15 minutes et 3 heures sont consacrées quotidiennement au repos, le temps nécessaire pour digérer les feuilles consommées. Pour la communication, il existe une dizaine de sortes de vocalisation associées à divers contextes sociaux et écologiques. Ils ont un jeu de vocalisation que nous sommes arrivés à décrypter. L'un des appels est le zous. Ils l'utilisent quand il y a un danger potentiel venant d'un prédateur. À ce moment-là, on entend ce son, zous. Souvent aussi, on entend un cri qu'on appelle jacassement aigu. Ça fait ça. Je ne suis pas une experte en imitation, mais c'est quelque chose de genre. C'est extraordinaire. Là, ils sont en train de jouer et de développer leur relation sociale. Et c'est vraiment génial d'entendre leurs cris. L'équipe rejoint le groupe de lémuriens qui s'est éloigné. Les femelles ne s'accouplent que quelques jours dans l'année. Elles donnent naissance en moyenne à un petit tous les 2 ans. Chez les Propithèques soyeux, mâles et femelles ont à peu près la même taille. Mais on peut les différencier parce que les mâles ont une particularité sur leur poitrail. Près du cou, ils ont une glande sécrétrice et cette glande fait apparaître une tache plus sombre. C'est la seule distinction visible entre mâles et femelles. C'est vraiment exceptionnel de voir les bébés. Et plus exceptionnel encore, pour la première fois, les petits de cette espèce sont filmés.
Il s'agit d'une famille d'après nos connaissances et nous apprenons toujours sur cette espèce. Il y a un mâle reproducteur, des femelles en âge de procréer, des jeunes et des bébés. C'est magnifique de voir cet adulte mâle qui a rejoint récemment le groupe, qui en est devenu le mâle reproducteur, et de le voir en interaction avec les deux femelles qui viennent juste d'avoir leur bébé il y a 3 semaines. Il est très affectueux avec les petits. L'un des petits de celle surnommée Tête Noire Main Rose est en train de grimper pour mordiller l'oreille du mâle. C'est génial d'être témoin de cet échange. Rachel est sous le charme de cette scène tendre et rare. L'étude du comportement entre parents et petits commence avec ses premières observations. La mère arrive difficilement à contrôler son petit. Le bébé est assez grand pour commencer à jouer, à s'aventurer, à s'éloigner du giron maternel. Il est en train de grimper sur sa tête, sauter sur la branche voisine, jamais loin de sa mère. Il expérimente petit à petit le monde environnant. C'est très important que les petits restent avec leur mère. Elles n'en ont qu'un. Et il est important qu'à tout moment, un adulte du groupe ou la mère garde un œil sur le nouveau-né. Cette surveillance rapprochée les protège des prédateurs. Le seul danger pour ces lémuriens, c'est le fossa, un petit carnivore endémique considéré comme le plus grand prédateur de l'île. Maintenant, nous commençons à avoir une meilleure connaissance des lieux où vivent les groupes. Et cela va nous permettre de leur assurer une meilleure protection dans l'avenir. Rachel va continuer à étudier cette famille de lémuriens et elle prépare une expédition pour inventorier d'autres groupes ailleurs dans les 60 000 hectares du parc. Peu à peu, elle souhaite parvenir à une meilleure estimation du nombre de propithèques soyeux qui y vivent. Dans le nord-est de Madagascar, près de la ville d'Andapa, dans une vallée où prédominent les rizières, où défrichage et brûlis font partie du quotidien, un homme lutte pour qu'une place soit laissée à la conservation. Désiré est guide dans le parc de Marojejy. Avec ses pourboires et des dons qu'il reçoit quand il explique sa démarche, il achète les terres devenues stériles et les derniers lambeaux de forêt autour de son village. Sa réserve fait aujourd'hui 10 hectares. La réserve commence de ce côté-là. Il y a une forêt qui est en bas là, que l'on peut considérer comme corridor qui lie cette partie avec la forêt beaucoup plus grande vers le nord. Il sensibilise les enfants du village à l'importance de protéger la forêt, un univers qu'ils connaissent peu. La plupart n'y est même jamais allé. On a donc pris des fruits. Donc, on l'a planté là, donc ça commence à pousser. Oui. Pour qu'il y ait d'autres arbres qui vont pousser ici. D'accord? Il n'y a pas de conservation sans éducation, en fait. Pour pouvoir continuer la conservation, il faut que les enfants, les étudiants, soient impliqués dans les activités de la conservation. Il faut leur expliquer pourquoi on protège la forêt. Pourquoi l'arbre
et la vie de l'homme est liée. J'essaie de leur passer le message que vive l'arbre pour que vive l'homme. Vous voyez cette plante? C'est le tambourissa. Le tambourissa, vous connaissez? Les oiseaux mangent les fruits de cet arbre. S'il n'y a pas cette plante, il n'y a pas de fruits que les oiseaux mangent. Vous voyez? Désiré leur apprend le rôle de la forêt, l'interaction entre les espèces. Il leur montre la richesse et la diversité du milieu, comme ici une orchidée. Plus de 1000 espèces sont dénombrées à Madagascar. Personnellement, je crois vraiment à la valeur sacrée de la forêt. On a toujours parlé que dans la forêt, il y a toujours des énergies, des forces quelque part qui donnent la santé aux êtres humains, par la purification de l'air, par la purification de l'eau aussi. C'est-à-dire exterminer toutes les forêts, c'est toujours exterminer une forme de vie. Désiré tente de communiquer aux jeunes son émerveillement face aux différents spectacles de la nature. Une fourmilière, oui. À l'intérieur de ça, il y a les fourmis. Trambitsk. Écologiste convaincu, soucieux du devenir de son île, Désiré compte sur la nouvelle génération pour défendre la forêt. La grande île a déjà perdu les 3/4 de sa végétation d'origine et le pillage incontrôlé continue. Alors ça, vous voyez ça? Cet arbre. Ça, c'est les dombéas, grandes feuilles là, à fleurs là. On utilise les feuilles pour faire le matelas. Et l'écorce aussi, pour faire quoi? Oui, la corde, d'accord? Entre le bois et l'écorce à l'extérieur, on peut faire les cordes. C'est pour cette raison, cet arbre est très menacé. Parce que tout le monde, ils prennent ça. C'est pourquoi qu'il faut protéger les arbres, protéger les forêts pour que ça continue à exister. Je voudrais que ça soit ici, que ça devienne un modèle aussi pour les autres endroits de Madagascar. C'est toujours une partie plantée, une partie conservée. Un modèle idéal qui permettrait peut-être de sauver ce qui reste de l'extraordinaire biodiversité de Madagascar. La ville de Marouansett, à l'est de l'île, se trouve dans la baie d'Antongil. Pour se rendre de l'autre côté de cette baie, et donc la contourner, il faut passer par le réseau de rivières de l'arrière-pays, véritable route nationale aquatique. Lucie prépare le plan de quadrillage de la forêt de Farankarène. Elle travaille comme volontaire pour l'association Antongil Conservation. Autour d'elle, les autres membres de l'équipe, tous malgaches. L'instigateur de cette ONG créée en l'an 2000, c'est Augustin Sarovi, un homme de la région. La pertinence de son projet, devenu un modèle de développement durable, lui a valu le soutien financier du zoo français de Douai-la-Fontaine.
Tout a commencé par cette forêt vers laquelle l'équipe se dirige et qu'elle atteindra après 2 heures de pirogue. Lucie chapeaute les programmes scientifiques comme ceux menés dans la forêt de Faran-Karen. On vient tout juste d'arriver dans la zone d'Ambodivuang, au pied des monts forestiers de Faran-Karen. Derrière nous, on a 1600 hectares de forêt tropicale, donc de la forêt typique de l'Est, forêt humide, et qui sont divisées en 2 parties, une partie de station forestière de 150 hectares et une partie à peu près de 1400 hectares de forêt classée. Il nous reste à peu près 1 kilomètre de marche pour atteindre vraiment la zone forestière proprement parlée. Une des caractéristiques de Faran-Karen et qui est aussi typique de la forêt en général de l'Est, c'est qu'on se trouve juste au bord de la mer. C'est-à-dire qu'on voit cette forêt qui vient mourir dans la mer. L'équipe chemine maintenant dans cette forêt de Faran-Karen gérée par l'ONG. Je pense qu'on va prendre cette parcelle-là, à peu près. On va essayer de délimiter là où on a des espèces intéressantes. Et puis on va pouvoir commencer. Toute cette partie de la station forestière de Faran-Karen va être transférée en gestion aux villages qui sont riverains de la forêt. Cette zone-là, elle va leur être dédiée pour qu'ils puissent en exploiter les ressources. Donc avant ça, nous, on a besoin de connaître les espèces qui sont présentes et de les quantifier, afin ensuite de pouvoir délivrer des permis et pouvoir estimer les quotas de prélèvement. Des parcelles de 10 mètres par 12 sont délimitées et les différentes essences inventoriées, mesurées et répertoriées. Ah, ça c'est du bois d'ébène. Donc celui-là, on n'y touche pas. Je vais prendre les coordonnées GPS. J'ai avec moi 2 botanistes malgaches qui vont m'aider à déterminer les différentes espèces. Parce qu'eux connaissent les espèces avec le nom malgache. Et moi, je vais pouvoir après, derrière, connaître le nom scientifique. Et au beau milieu de la forêt, un Uroplatus. Le gecko exerce un parfait mimétisme avec l'écorce de l'arbre. De son côté, Augustin vérifie le bon état de la forêt conservée. On est dans le centre de zone de conservation maintenant. Depuis mon enfance, j'ai vécu dans cette forêt. Depuis ce temps-là, j'ai vu qu'il y a trop de destruction. Chaque année, il y a les gens qui brûlent la forêt pour cultiver du riz et autres. C'est là où j'ai pris une initiative avec mes amis pour protéger cette forêt, puisqu'il y a des richesses très importantes comme les gros arbres que nous venons voir là, sans parler que les animaux et les mériens et autres. Une grenouille tomate. D'autres espèces apparaissent fugitivement dans les parties les plus claires de la forêt où les palmiers constituent l'espèce végétale dominante. Par équipe de 2, des gardiens veillent jour et nuit sur cette forêt pour la protéger des braconniers et des voleurs d'arbres. Bon, bravo, é bom. Me solta fogo? Zé André? Bon, Zé, solta. Bon, lá, ça te quer? Bon. L'équipe repart.
Elle reviendra prochainement avec des jeunes de la ville de Marouansett pour leur montrer ce qu'est une forêt, car beaucoup l'ignorent encore. Farankarène fonctionne aussi comme centre d'éducation et de sensibilisation au milieu naturel. Quant à Rachel et Augustin, ils doivent aller demain constater le bon fonctionnement du dernier micro-barrage créé, un autre projet de l'ONG. C'est bien profond. Nous sommes sur les terres natales d'Augustin, converties au fil du temps en rizières au détriment des forêts. C'est la faim qui pousse les villageois à détruire la forêt. Donc. Et c'est là où notre plus grande partie d'activité, c'est de trouver une solution alternative pour le développement. Voilà, donc le barrage est terminé, donc le micro-barrage plutôt. Donc voilà l'eau qui descend de la montagne. Si on ne crée pas des micro-barrages, la culture du riz ne marche pas parce que le riz est dépendant de l'eau des micro-barrages. Ça permet d'inonder toute la plaine et comme ça on peut avoir de bonnes productions annuellement. Maintenant on a 5 barrages qui étaient construits. Donc tous les villageois nous en remercient beaucoup parce qu'au lieu d'avoir une récolte annuellement, il peut y avoir des récoltes. Ce qui est très important pour nous, l'ensemble des Malgaches, c'est de continuer chacun son petite initiative locale dans tous les coins pour faire avancer le développement du pays. Augustin est issu d'une famille de destructeurs de forêts. Une formation de biologiste a changé sa façon de voir et l'a poussé à agir en solitaire selon ses idées. Et il sait comment se faire entendre de ses compatriotes. Lorsqu'on commence à parler de la conservation, tout de suite, il ne veut pas écouter. Mais l'approche de façon traditionnelle comme des chansons et autres, c'est une spécialité de notre ONG. Donc quelle que soit la situation, ils nous écoutent toujours parce que comme les pays africains sont beaucoup émotionnels, donc ils aiment beaucoup la musique. Et voilà, ça veut dire, oh c'est vrai, tous les êtres vivants courent pour avoir de l'eau, pour assurer sa vie. Et donc ça veut dire lorsqu'il n'y a pas de la forêt, il n'y a pas de l'eau, lorsqu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de riz. Donc ça veut dire on ne peut pas manger. Et voilà, ainsi, les chansons à texte lui permettent de marteler l'importance de la forêt dans le cycle de l'eau. Madagascar n'est pas un pays industrialisé, mais toute notre vie dépend à la gestion de la ressource naturelle qui nous entoure. Si on arrive à mieux gérer, ça veut dire qu'on va vraiment dans une voie de développement. L'initiative d'Augustin va essaimer dans d'autres villages. Des projets de micro-barrages sont en cours de réalisation. Ailleurs, le déboisement en faveur des rizières se poursuit et rien ni personne jusqu'à ce jour n'a réussi à faire changer le mode d'alimentation des Malgaches, basé principalement sur le riz. Certes, les rizières offrent de bien beaux paysages, mais c'est au préjudice des forêts millénaires et des milliers d'espèces uniques au monde qu'elles abritent. Dans le sud-ouest de l'île, derrière les mangroves éclaircies du littoral de la région de Tuléar, s'étend le bush épineux, un mélange de savane africaine et de désert d'Arizona. Ce milieu dévasté à 90% par les coupes de bois était le lieu de prédilection d'une espèce endémique, la tortue radiée. S'est créé pour recueillir les tortues radiées victimes d'un important commerce illicite. Tous les jours, il faut nettoyer les enclos, distribuer les nourritures, mettre de l'eau, examiner les tortues. Ça, c'est une opportunité de voir s'il y a des tortues malades ou quelque chose de remarquable dans l'enclos.
400 spécimens ont trouvé refuge ici. Le seul moyen pour conserver cette espèce principalement chassée pour sa viande. Les tortues sont saisies par les autorités et mises en place ici dans le village pour retourner dans leur habitat naturel après et aussi pour utiliser comme outil de sensibilisation, d'éducation, de recherche. On pense aussi que les adultes que nous avons ici seront des filets de sécurité pour l'espèce au cas où. Et on pourra utiliser ça avec la reproduction pour pouvoir repeupler la population sauvage. Une journée, 40 tortues ont été relâchées dans la nature, mais elles ont toutes disparu. En fin d'année, à l'image de la dinde, la tortue est un mets très prisé. Après cette malheureuse expérience, ses protecteurs ont décidé de les garder jusqu'à ce qu'un lieu bien protégé comme un parc soit trouvé. Les tortues radiées sont remarquables avec les dessins sur leur carapace, plaques noires avec des rayons jaunes. Les femelles sont reconnues avec le plastron qui est plate et aussi la mesure de cette distance-là entre le plastron et la plaque derrière. Ici, c'est le supracaudal et aussi la queue est très courte. Si on compte les anneaux de croissance sur les écailles de leur carapace, on peut compter jusqu'à 25. Donc celle-là, c'est une jeune de 25 ans. Mais regardez, celle-là, c'est toujours une tortue radiée, mais elle est déjà vieille parce que la carapace est déjà usée avec le temps. Juste une estimation, c'est plus de 60, 70 et la longévité de cette espèce, c'est plus de 100 ans. Le problème des tortues actuelles, c'est le trafic qui sont ramassées pour être mangées localement. Et deuxième, c'est pour exporter en dehors de Madagascar, pour les animaleries. Et le plus grand problème, c'est la destruction de leur habitat. Les tortues radiées vivent dans un biotope très particulier, le bush épineux. Un écosystème siège d'adaptation botanique dont les stratégies de lutte contre la sécheresse reposent sur des piquants pour les arbres pieuvres et sur des tissus spongieux pour les baobabs. C'est fait pour les tortues qui viennent d'arriver, surtout pour les identifier et on leur donne aussi des numéros d'identification. Pour les tortues jeunes, il faut faire le baiser pour suivre leur croissance. On peut aussi savoir le sexe à partir de ces mesures-là. Pour les tortues adultes, c'est la longueur du carapace, c'est le poids de tortue qu'on en a besoin. C'est le rapport entre ça qu'on peut évaluer leur santé. 5,750. Dans cet enclos, la reproduction fait l'objet d'une étude afin de déterminer l'influence de la température et du taux d'hydrométrie sur le sexe des tortues à naître. Depuis 2005, il y avait une nouvelle loi qui protège les tortues avec une amende et 6 mois jusqu'à 6 ans d'emprisonnement. Donc il faut bien faire appliquer vraiment la loi. L'autre chose à faire aussi, c'est de valoriser la culture traditionnelle comme la fade. Au Madagascar, il y a beaucoup d'espèces qui sont sauvées par l'existence des fades qui étaient mises en place par les ancêtres. Les fadis, ce sont les interdictions de toucher à certaines espèces. Derrière cela, il y a beaucoup de légendes qui font de tel animal, de telle plante, un être mythique, un être sacré. La sauvegarde des cultures traditionnelles peut contribuer parfois plus que les lois à la protection de la nature. À 27 km au nord de Tuléar, dans la baie de Ranobé, le village d'Ifati rassemble l'une des principales communautés du peuple Vezou. Comme leurs ancêtres, les Vezou vivent de la pêche, utilisent les mêmes bateaux à voile, les mêmes pirogues et ne connaissent rien du confort moderne. À Ifati, il n'y a ni électricité ni eau courante. Mais entre hier et aujourd'hui, la démographie a explosé et les ressources en poissons diminuent dans la baie. Voilà, c'est entouré de sable avec un parterre de Phanerogamma marina.
Une équipe de Reef Doctor, une association anglaise qui travaille à la protection des coraux, s'est installée à Ifati pour aider les pêcheurs à trouver des solutions et veiller au bon état de santé des récifs. Alors ici, nous sommes sur le site du Jardin des Roses, qui est la première aire marine protégée permanente de la baie de Ranobé. Et ce sont les villageois eux-mêmes, par le biais de l'association Fimiala, qui regroupe les 13 villages de la baie, qui ont voté directement la fermeture de cette zone à la pêche, donc interdiction de pêcher poissons, ramassage de coquillages ou d'oursins, de concombres de mer, et également interdiction d'utiliser l'encre. Les plongeurs étudient la vitalité du récif en comptant les espèces présentes dans des portions qu'ils ont délimitées. Le Jardin des Roses doit son nom aux formations particulières des coraux qui prédominent dans le site. Les turbinarias se dressent en pétales et les plaques assemblées entre elles évoquent des roses brunes gigantesques. Plus qu'une curiosité, il s'agit d'un véritable petit écosystème sous-marin qui réunit une multitude d'espèces lorsque le site est en parfaite santé. Depuis l'interdiction de la pêche dans cette aire protégée, la vie reprend lentement son cours dans les zones dégradées. Mais toute la petite baie de Ranobé subit la pression des pêcheurs Vezou. C'est une zone qui est très pêchée, donc qui se concentre dans la baie. Et effectivement, là, il y a on voit au fur et à mesure des années une diminution du nombre de poissons, de la taille des poissons, donc de la biomasse globale, et aussi de la diversité des poissons. Quotidiennement, on va au contact des pêcheurs quand ils reviennent de la pêche. Et là, on discute avec eux sur la méthode de pêche utilisée, le nombre de poissons pêchés, on mesure la taille, le poids, etc. Ce qui nous permet, nous, d'avoir une idée de l'impact de cette pêche sur la baie, d'avoir un impact chiffré et une évolution dans le temps également. Il est important de suivre cette évolution si on veut leur expliquer les problèmes qu'une surpêche entraîne sur la santé du récif dans son ensemble et trouver des solutions. On prend les poissons les plus caractéristiques en fonction de la taille, en fonction de l'espèce, de la famille, ce qui nous permet d'avoir une idée assez précise de ce qui vient d'être pêché. Et bon, comme ils ont énormément de poissons, on ne peut pas se permettre de compter tout, donc on prend les poissons que l'on considère être les plus représentatifs de cette pêche. Il est très difficile de lutter contre leurs croyances. Par exemple, le fait de pêcher un poisson est un don de Dieu. Donc, ils gardent tous les poissons qu'ils pêchent. Dans ce contexte, aucun petit poisson n'est rejeté. Pour l'heure, l'équipe de Reef Doctor savoure sa réussite d'avoir pu obtenir de la part des Vezou la création d'une aire protégée dans la baie. Même si sa surface ne représente qu'1,5 hectare, les progrès sont déjà remarquables. Maintenant, avec le suivi que l'on fait régulier, nous, depuis 3 ans déjà, sur cette zone, on s'est rendu compte d'une amélioration de la qualité du récif de corail et le retour de certaines espèces que l'on ne voyait plus. On voit une vraie augmentation, un réel changement grâce à cette aire marine protégée et le fait que les pêcheurs ne pêchent plus du tout à cet endroit. En poursuivant son action de sensibilisation et d'éducation, Reef Doctor espère remettre en état d'autres zones dégradées et appauvries sur cette côte en bordure du canal du Mozambique. Tout cela pour le bénéfice futur de la population Vezou.
Au même titre que l'Amazonie est le poumon de la planète, Madagascar en est le réservoir de molécules. Au moins 7700 des 12 000 espèces végétales recensées sur l'île auraient à des degrés divers des propriétés médicinales. Dans la forêt de Vuiman, située à 125 km à l'est de Tananarive, l'ONG, l'Homme et l'Environnement, mène son combat contre la pauvreté des populations locales par la valorisation des ressources naturelles. Recherche et étude des plantes médicinales, production d'huiles essentielles et reboisement sont au cœur d'une stratégie de développement durable. Le but d'Olivier Béra, fondateur de l'ONG, est de démontrer que conservation et développement vont de pair. Là, je suis avec le Sabout, qui est notre spécialiste local des plantes, qui connaît toutes les plantes. On va aller dans la forêt, collecter quelques spécimens de plantes qu'on va essayer de mettre en extraction. Et puis ensuite, on va aller voir les pépinières sur lesquelles on fait de la multiplication des plantes pour nos programmes de reboisement. C'est la fleurière ? C'est les toutes petites feuilles. Et ça, c'est le Vofoot en malgache. Et c'est une plante qui est utilisée en décoction. C'est le thé traditionnel des Malgaches qui est tonique. Et comme par hasard, quand on fait les analyses, nous on trouve qu'il y a des antioxydants de folie là-dedans, si tu veux. Et les Malgaches, depuis des générations, ils ont très bien pigé ça. Si tu veux, ils utilisent ça en tisane depuis toujours. Et quand tu fais les analyses, tu trouves qu'il y a des très bonnes raisons pour lesquelles ils ont utilisé ça. Pour préserver cette biodiversité, il faut que les populations locales puissent trouver une alternative. Donc la clé, ça a été de valoriser les richesses de cette biodiversité. Il y a aussi des plantes qui ont une valeur économique. Donc il fallait valoriser ces plantes pour les populations locales de façon à ce qu'elles aient les moyens de ne plus couper la forêt. Et cette valorisation des ressources s'appuie sur des savoirs ancestraux. Ça, vous aviez dit qu'il y avait une utilité à ça? Oui, c'est une plante médicinale. Qui sert comment? Contre la toux, c'est très grave. Quelle partie tu utilises? J'utilise sur le cœur. Donc là, c'est ça que vous utilisez en décoction. On va qu'on fasse un test un jour. Ouais. Les savoirs locaux en matière de plantes offrent une infinité de pistes pour débusquer de nouvelles molécules. Là, on a Ilex mitis, qui est une plante qui est utilisée traditionnellement par les Malgaches en cicatrisant. Et en fait, on s'est rendu compte que l'effet cicatrisant sur des plaies ici, c'est un peu le même au niveau de la régénération cellulaire que ce qu'on va rechercher dans des crèmes cosmétiques. Du coup, on va essayer de travailler là-dessus pour voir si on peut en faire un extrait localement pour des entreprises occidentales. Donc là, on a cueilli des petites branches qui vont servir à voir si on arrive à les reproduire en plants pour les replanter dans la forêt, pour multiplier en fait la présence de cette plante. Et une autre phase qui sert avec les feuilles qu'on a collectées là, qu'on va essayer en laboratoire pour voir si on arrive à extraire le principe actif de cette plante. À Madagascar, 2 à 3 000 hectares de forêt partent en fumée chaque année. 30% des émissions de CO2 dans l'atmosphère sont quand même dues à la déforestation. Donc maintenant, nous, on a réussi à stabiliser. Maintenant, on lance des programmes de régénération forestière. On replante des arbres qui, en poussant, vont capturer du CO2 dans l'atmosphère. Donc finalement, purifier l'atmosphère mondiale. Et on crée aussi beaucoup d'emplois. Dans les pépinières de l'ONG, pas moins de 150 espèces d'arbres et de plantes cultivées. Le but est de reboiser les zones dévastées du massif et de créer un corridor pour relier les parties discontinues. Ce sont toutes des espèces autochtones qu'on a ici. Donc les gens vont collecter des graines dans la forêt, les remettre en plants et permettre de les multiplier pour en faire des petits plants qui sont résistants et qui vont permettre de faire le reboisement naturel.
Il y a aussi des pépinières mixtes dans lesquelles on travaille avec des plants autochtones comme ici, mais aussi avec des plants de fruitiers, il y a des caféiers, il y a des papayers, pour les populations locales, qu'elles soient impliquées aussi dans des reboisements qui leur sont directement utiles. Trop souvent, le reboisement est réalisé avec des espèces à croissance rapide, au détriment de la diversité. Ici, en revanche, les espèces disparues retrouvent leur place. Celui-ci, ça s'appelle un dipat, un bois de construction. Et comme ça a été surexploité, maintenant il y a plus beaucoup de pieds adultes. Donc ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de faire partir avec des boutures pour la multiplication. On a une espèce de palmier qui est intéressante aussi ici parce que le Beccario phoenix, c'est une espèce menacée, très menacée en fait à Madagascar. Peut-être, enfin maximum, on va pas exagérer, mais il y a peut-être 1000 plants maximum, 1000 pieds de Beccario phoenix. Elle est menacée parce que les gens, quand il y a la famine, par exemple, quand ils n'ont rien à manger, ils vont vraiment abattre le pied et ils vont aller chercher le cœur pour manger. Donc nous, on essaie de réintroduire ça dans la forêt. La collecte des feuilles pour la production d'huiles essentielles fournit du travail aux femmes du village. Et dans une forêt escarpée, la tâche s'avère souvent rude. On travaille avec 5 villages sur l'ensemble de la communauté de Vuiman, qui représente plus de 1600 habitants. On est au début, il y a encore du travail à faire au niveau de l'éducation, de la santé, etc. Mais on a réussi à stabiliser les gens, ils sont ici, ils commencent à avoir des revenus maintenant qui sont durables. Donc ils ne sont plus dépendants de leur forêt en la coupant, ils sont dépendants de leur forêt en valorisant les plantes qui sont dedans. Donc là, les femmes ont collecté des feuilles qu'on trouve beaucoup dans cette région, je veux dire, qui sont autour, qui est une plante endémique de Madagascar, qui s'appelle le gingembre papillon, c'est-à-dire qui est quelque chose qui favorise le sommeil. Et il faut savoir qu'ici, il nous faut que les femmes ramènent 190 kg de feuilles pour produire 33 ml d'huile essentielle. Un ratio stupéfiant. Des tonnes de feuilles sont ainsi distillées chaque année, sans pour autant appauvrir la forêt puisque les espèces ne sont jamais déracinées. On a construit un laboratoire ici à l'orée de la forêt et là on a au moins 10 plantes sur lesquelles on travaille pour faire des extraits, soit pour l'industrie cosmétique ou soit même pour l'industrie pharmaceutique. Le Sabout travaille avec Chantal sur les feuilles récoltées en forêt le matin même. On est en train de faire une extraction d'une plante endémique à visée cicatrisante, la vertu est cicatrisante. Tout de suite, on va donc la transformer sous forme d'extrait brut, pour déjà avoir une meilleure idée de ce que sera la qualité de l'extrait. On a ciblé donc des paramètres, particulièrement donc l'âge par exemple. Donc là, on a différencié une plante un peu plus jeune, 4 ans, et une autre qui soit de 10 ans. Donc avec la plante de 4 ans ou 10 ans, on va voir laquelle sera la plus concentrée en principe actif. Ce labo dans la forêt donc, est très intéressant déjà dans la pratique parce qu'on en arrive à réduire déjà des paramètres qui peuvent influer sur la matière première. Parce qu'à peine qu'on a retiré la plante dans la forêt, tout de suite on est tout de suite dans le labo. Ce qui se passe dans les forêts malgaches, des médicaments potentiels qui partent en fumée parce que les gens sont trop pauvres, c'est pas acceptable. Et en fait, c'est la qualité de vie des Occidentaux qui est menacée par ça, parce qu'on n'a plus de molécules chimiques comme ça marche pas. Je veux dire, il faut le réservoir naturel pour le faire. Donc il faut que les gens réalisent qu'il y a un lien qui est indéfectible, je veux dire, entre ce qui se passe en Occident et ce qui se passe ici.
doit pouvoir faire de la préservation de la biodiversité sans pour ça être contre des communautés locales, il faut les amener dedans. C'était ça notre challenge, dire on peut faire de la préservation de l'environnement tout en tenant compte des besoins de développement des communautés locales. L'ONG L'Homme et l'Environnement pilote aujourd'hui d'autres initiatives semblables dans l'île en transmettant son savoir-faire. L'île de Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de notre planète et l'un des plus riches en biodiversité. La préservation et la valorisation de ces précieuses ressources peuvent garantir un meilleur avenir.